Voici enfin notre dernière partie consacrée à l'identité narrative de Paul Ricoeur et qui vise à mesurer, si vous voulez, la teneur éthique de cette posture que peut impliquer, donc de cette prise de perspective que peut impliquer l'activité de notre identité narrative. Alors pourquoi est-ce qu'elle est éthique? Parce que concrètement, se raconter, c'est-à-dire se donner l'occasion de construire l'intervalle entre nous et nous-mêmes, entre notre idem et notre ipsé, et de pouvoir le faire seul ou à plusieurs. La construction de cet intervalle-là, eh bien, en fait, ne se limite pas simplement à adopter un point de vue, comme on a pu le dire auparavant, même si c'est évidemment correct, mais si on veut aller jusqu'au fond des choses, c'est bien de comprendre qu'il s'agit de générer, de créer des points de vue qui n'étaient pas forcément préexistants sur notre existence. Des points de vue depuis lesquels donc on peut revivre des événements et les revivre selon une signification, une sens, une appropriation différente d'auparavant. Donc, cette identité narrative, elle a une teneur éthique. Pourquoi? Parce que précisément lorsqu'on génère ce point de vue, eh bien, on se donne l'occasion en tant que sujet, mais ça peut être aussi dans une intersubjectivité à plusieurs sujets, on se donne l'occasion donc d'adopter une perspective sur notre existence, c'est-à-dire d'adopter un point de lecture, si vous voulez, un point de visibilité sur notre existence et une existence qui nous apparaît alors plutôt de manière unifiée, selon la trame de l'histoire qu'on en donne. C'est en ce sens qu'elle est unifiée, selon la trame de l'histoire qu'on en donne. Donc elle peut être marquée de rupture, de discontinuité, mais il y a une trame, un fil conducteur qui la traverse. Et donc l'identité narrative a une teneur éthique parce que précisément, adopter ce point de lecture va nous permettre de pouvoir regretter ou apprécier sa vie. C'est-à-dire de pouvoir estimer que notre vie est en fait l'expression d'un échec ou que notre vie est l'expression d'une réussite. Vous voyez, donc adopter une posture, une lecture par rapport à sa vie, c'est aussi prendre position en fait par rapport à son existence et par exemple pouvoir être déçu, pouvoir être reconnaissant, pouvoir être gratifié, pouvoir être valorisé, etc. par rapport à une existence qu'on a menée et qu'on a conduite. Je fais encore un dernier lien, mais donc cette identité narrative, elle est éthique précisément parce qu'en fait, elle procède, et c'est vraiment à l'initiative de son mouvement, de cette considération que le soi n'est pas un objet. Vous voyez comment on retrouve finalement là des idées qu'on avait déjà chez Fichte. Le soi n'est pas un objet, mais une intention. La relation que nous avons à nous-mêmes n'est pas tellement, dans le cadre de cette activité de notre identité narrative, n'est pas tellement le fait de se poser en tant qu'objet. Donc, c'est-à-dire le soi n'est pas tellement un processus d'objectivation, mais le soi est plutôt la traduction d'une relation intentionnelle à nous-mêmes. Nous avons pour nous-mêmes, dans notre relation, un rapport d'intention, un rapport de désir, un rapport de volonté. Nous avons pour nous-mêmes des objectifs, des projets de réalisation, par exemple. Et donc, ce qui rend possible donc cette identité narrative, c'est assurément cette réflexivité, cette tension, cette dynamique entre de l'idem et de l'ipsé, dont l'intervalle est euh, engendré, impliqué, implémenté par cette identité narrative. Mais toute cette réflexivité, à son tour, n'est possible que parce que le soi est dans un rapport avec lui-même qui est un rapport intentionnel, un rapport d'intention. Nous avons pour nous-mêmes un projet. Donc nous avons pour nous-mêmes un rapport, nous nous inscrivons, c'est ça que ça signifie avoir un projet, c'est-à-dire que nous nous inscrivons nous-mêmes et notre relation dans un rapport d'externalisation, donc d'un rapport d'extériorité, un rapport de réalisation, et donc nécessairement qui va s'inscrire dans un temps, le temps de la narration, le temps du récit par exemple. Donc le soi est un soi intentionnel. Voilà ce qu'il fallait encore préciser autour de cette identité narrative. Mais donc, ça signifie également, donc l'identité narrative est donc éthique parce qu'en fait, elle permet d'adopter un regard favorable, défavorable, de poser du regret, de l'apprécier, de le valoriser, etc. Mais l'identité narrative est également éthique car le point de vue qui est adopté sur cette vie est un point de vue qui est insubstituable,
qui est irremplaçable. Donc, c'est-à-dire que raconter, une personne qui se raconte, quelque part, elle s'établit presque simultanément en qualité de témoin de son existence. C'est-à-dire, le témoignage, c'est bien un jeu, c'est bien une subjectivité qui parle et qui est irremplaçable dans ce qu'elle dit d'elle-même, par exemple. Donc, très intéressant, donc cette dimension éthique, et c'est vraiment ce qui aboutit sans doute, enfin, ce qui rend compte vraiment de la profondeur de cette teneur éthique dans notre identité narrative, c'est que se raconter nous institue en fait, nous pose, et c'est nous qui nous posons en qualité d'un sujet insubstituable. Concrètement, la perspective que nous créons sur notre histoire de vie est unique, elle est singulière. Aucune autre perspective tenue par un autre sujet que nous ne peut venir remplacer la perspective que nous avons proposée. Donc, il y a le caractère insubstituable qui apparaît par rapport à cette identité narrative et qui me semblait très important à nommer pour clôturer finalement cette réflexion sur l'identité narrative. On prendra un dernier exemple. Vous savez que de manière plus récente, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a intégré dans sa définition du soin la notion de la spiritualité et a considéré que la spiritualité était un besoin dont il s'agissait de pouvoir prendre soin, donc qu'on puisse accompagner. Donc la question de la spiritualité, c'est effectivement quelque chose qu'on peut accompagner dans la relation. Donc vous voyez que ça ne concerne pas du tout que les soins de santé, ça concerne aussi tous les soins psychosociaux et toutes les approches psychosociales. Donc, un autre fait intéressant, c'est que quand on lit cette définition qui nous est donnée de l'Organisation mondiale de la santé, en fait, la spiritualité n'est pas d'emblée reliée au religieux, comme on pourrait l'envisager a priori, mais elle est davantage liée à des questions de reconnaissance, le fait que la personne puisse être reconnue en tant que personne, c'est-à-dire pouvoir être reconnue au-delà, par exemple, ou en deçà, ou ailleurs, dans d'autres dimensions que par rapport à un diagnostic qu'on aurait posé sur elle, que la personne puisse être autre chose que sa pathologie, ou puisse être dans une prise en charge aussi prise en charge autrement que dans le strict traitement d'une pathologie ou d'une psychopathologie. Donc très important, c'est-à-dire que cette identité narrative, si on commence à le lier avec cette spiritualité comme besoin de reconnaissance maintenant en tant que personne, eh bien précisément cette identité narrative devra sans doute supporter, soutenir, eh bien la possibilité pour les sujets de se réouvrir dans leur plénitude, se réouvrir dans toutes les dimensions de leur être et donc au-delà aussi des caractérisations que ces personnes pourraient recevoir dans telle ou telle institution. Une personne ne sera pas simplement schizophrène ou bipolaire, vous comprenez? Elle sera une personne humaine qui expérimente un champ de l'expérience humaine relativement à la bipolarité, à la schizophrénie par exemple. Mais elle sera aussi une personne humaine qu'on pourra considérer au-delà, en deçà ou ailleurs que du seul rapport à une forme de psychopathologie, par exemple. Il ne s'agit donc pas de dénier hein, ou de déprécier la réalité d'une psychopathologie, mais il s'agit de toujours maintenir ouverte la possibilité de pouvoir se déterminer au-delà, en deçà, ou d'avoir un choix de détermination par rapport à cette psychopathologie. Donc, le besoin de la spiritualité donc, se traduit comme besoin de reconnaissance, mais c'est aussi un besoin de solidarité qui est là derrière. Donc, vous voyez, le religieux n'est toujours pas tellement présent, un besoin de communauté, par exemple, se sentir proche. Donc, dès que vous avez des groupes de partage où vous avez des bénéficiaires qui, entre eux, ont l'occasion de partager des souffrances, eh bien voilà une solidarité qui peut se construire et donc qui peut faire émerger des identités narratives précisément dans les histoires vécues, racontées par les uns et les autres ensemble. Vous avez une autre partie de la définition qui insiste sur le fait de pouvoir pardonner et de pouvoir se pardonner. Donc vous voyez que pardonner, pouvoir se pardonner, c'est aussi adopter des points de vue par rapport à son existence et comprendre que à un moment donné, c'est-à-dire à ce moment où on adopte une perspective sur son existence, de se dire que ces événements passés, je les regrette, mais parce que peut-être que j'ai des perspectives futures développementales, épanouissantes ou plus émancipatrices, eh bien, je mesure l'enjeu qu'il y a à pouvoir aussi
se pardonner, à accepter qu'on ait eu certains comportements et à pouvoir se pardonner à certains endroits. Donc, c'est-à-dire à reconnaître qu'on a par rapport à sa vie, on peut prendre plein de termes différents, commis des erreurs, fauté, qu'on soit animé d'une culpabilité, par exemple. Vous avez aussi, autour de ces notions de pardonner, se pardonner, cette idée de pouvoir se réconcilier avec soi-même. Et donc, vous savez, par exemple, pour revenir sur les réalités qui tournent autour des soins palliatifs, puisque c'était aussi des investigations que Ricoeur avait menées, qu'il y a énormément d'enjeux sur ces derniers instants de la vie, avec le fait de pouvoir se réconcilier avec des proches, par exemple, hein, une enfant qu'on n'aurait pas vue depuis 20 ans, par exemple, et c'est le moment de pouvoir des dernières réconciliations, s'il y a réconciliation, parce que parfois il n'y en a pas, mais c'est aussi les moments où on peut apprendre à se réconcilier avec soi-même, apprendre de nouveau donc à se pardonner. Il y a certaines choses aussi qu'on n'a pas envie, je vais reprendre cette expression-là, d'emporter avec soi dans la tombe. Il y a des choses qu'on a envie de laisser ici-bas, de régler avant son départ, si vous voulez. Donc toutes ces questions-là, et donc vous voyez que ce sont des questions qui tournent autour d'une pratique professionnelle qui est très diversifiée, mais qui se centrent principalement autour de l'accompagnement, hein, vraiment autour de cela, et d'une forme d'expression qui va pouvoir être immédiate, très directe, donc identifier des émotions qu'on ressent, mais aussi qui va pouvoir vraiment se déployer dans le temps, commencer à retravailler les enchaînements, les suites d'événements qui se sont joués dans notre existence pour resignifier notre existence et pour lui réimpulser finalement une perspective qu'on désire pour elle. Vous voyez, donc c'était un dernier point qui me semblait très important à repréciser, ces enjeux éthiques autour de cette question de l'identité narrative. Donc à savoir principalement que le soi est pour lui-même un projet, une intention. Le soi n'est pas d'abord quelque chose, un objet, mais bien une intention. Vous voyez, donc une activité de construction, d'élaboration, d'édification, par laquelle, c'est le deuxième élément éthique, il se rend insubstituable, il est une perspective sur le monde. Et donc si ce sujet disparaît, c'est avec lui tout un monde qui s'effondre, le sien ou les siens, si vous voulez. Et puis teneur éthique aussi finalement par rapport à cette dimension de la spiritualité, avec les éléments qu'on en a donnés par exemple ici, la question de la reconnaissance comme personne, c'est-à-dire l'idée que cette identité narrative puisse empêcher qu'on soit réduit ontologiquement, c'est-à-dire que notre être soit réduit, circonscrit à moins que ce qu'il peut être, à n'être que un handicap, à n'être que un diagnostic, à n'être que des propriétés observables et visibles, mais qu'il est principalement, initialement et dans toute la puissance de sa dynamique, donc de toute la puissance de son être, en fait, une ouverture à soi, une construction de sens par laquelle il peut toujours se recomprendre, se faire comprendre, se faire partager, et donc créer des communautés de valeurs, par exemple aussi, ou faire évoluer des pratiques professionnelles. Voilà ce qui clôture donc notre identité narrative avec Paul Ricoeur.